Je vous propose de démarrer ce deuxième colloque Mérigéo. Donc je vous souhaite, alors je suis Christine Arquias, donc je suis la directrice du Centre régional de l'information géographique de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le CRIJ-PACA. Et donc j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur le Technopôle de l'Arbois, sur lequel est localisée notre structure, pour donc assister à ces 3 jours de colloque autour des données de la mer et du littoral. Donc je remercie en particulier tous les participants qui sont venus de loin. Il y en a un certain nombre dans la salle. Je vois aussi des collègues de PACA avec lesquels on a l'habitude de travailler. Alors, je vais faire une introduction très rapide de ce colloque qui, vous le savez tous, donc, est organisé par l'IFREMER, le CHOM et l'Agence française de la biodiversité. Et donc, pour vous expliquer aussi pourquoi on est aujourd'hui au CRIJ et rapidement ce qu'est le CRIJ et quelles sont les actions que nous conduisons dans le domaine des données de la mer et du littoral. Donc le CRIJ-PACA, c'est un centre de ressources en géomatique, un centre de ressources régional, donc comme son nom l'indique, qui s'adresse à tous les acteurs, utilisateurs et producteurs d'informations géographiques sur le territoire de notre région, que ces acteurs soient publics, parapublics ou privés. Nos missions, elles sont assez vastes. Donc la première mission porte sur l'acquisition et la coproduction, la production de données géographiques. Donc notre métier de référence, c'est la donnée géographique. Et donc depuis la création du CRIJ en 2002, donc le CRIJ a 15 ans cette année, en 2003 plus exactement, nous produisons, nous achetons, nous fonctionnons comme une centrale d'achat pour acquérir des bases de données géographiques de référence et pour co-construire sur la base de ces référentiels, des données géographiques. Donc, au-delà de cet aspect central de données, alors ces données, évidemment, on les acquiert de manière mutualisée à partir de financements publics, mais on les diffuse aussi sur un guichet qui est le guichet unique de la donnée, donc en région PACA. Donc au-delà de cet aspect central d'achat et de diffusion de données, le CRIJ c'est aussi une assistance technique pour la réutilisation et la production de données. Encore une fois, quand je dis données, c'est systématiquement de la donnée géographique et même mieux de la donnée géographique structurée pour être intégrée dans un système d'information géographique. Donc le CRIJ c'est aussi une expertise. Donc pour les spécialistes de ces données, vous savez que ces données, pour qu'elles soient réutilisables, il faut les standardiser, il faut qu'elles soient de qualité. Voilà. Donc il y a tout un tas d'opérations techniques nécessaires pour lesquelles tous les acteurs n'ont pas forcément des compétences très développées. Alors la plupart des acteurs présents dans la salle disposent de ces compétences, mais ce n'est pas le cas de nombreux acteurs locaux qui sont producteurs de données et réutilisateurs. Et le CRIJ, c'est aussi, alors c'est un mot qui est assez laid, mais qui explique bien ce qu'on fait. On fait du réseau, on anime de nombreux réseaux. Donc un réseau régional, encore une fois de producteurs et d'utilisateurs de données, mais on est aussi présent dans un certain nombre de réseaux nationaux, donc notamment la FIGEO, dont j'assure la vice-présidence pour le pôle usage, puisque la FIGEO comprend 3 pôles, un pôle usage, un pôle entreprise et un pôle formation. Et puis on est également présent dans les groupes de travail du Conseil national de l'information géographique qui traitent plutôt de standardisation de données géographiques. Donc voilà pour la présentation du CRIJ. Alors pourquoi on accueille cette réunion aujourd'hui? Parce que les activités du CRIJ sont organisées par filière et par métier. Donc on a beaucoup, ça devait être écrit dans la diapositive précédente, on a dans notre réseau 2000 organismes et 4000 utilisateurs. Alors bon, on a accumulé tout ça en 15 ans, mais voilà un peu la taille de notre réseau. Et donc DataSud, je ne l'ai pas précisé, mais c'est le guichet qui nous sert à diffuser des données. Et donc, si on veut être efficace pour, encore une fois, travailler sur la donnée géographique, la meilleure qu'on a trouvée, c'est de réunir les acteurs par filière. Et donc, c'est ce qu'on a appelé les pôles métiers.
Donc voilà, on peut tenter une définition, hein, mais pour nous les pôles métiers, c'est ce qui est écrit là. Donc ce sont des communautés ouvertes alors à la fois thématiques bien sûr, puisqu'il y a cette entrée métier, et de pratiques, dans lequel encore une fois on réunit tous les utilisateurs d'informations géographiques, les producteurs. Et l'idée dans ces pôles, c'est de coproduire, de co-gérer et d'améliorer, de développer les usages de données géographiques. On est financé, le CRIJ, par les acteurs publics au service de l'aménagement du territoire. Donc les travaux qui sont conduits dans ces pôles, toutes ces données, évidemment, ont pour objectif principal d'alimenter tous les outils d'aménagement du territoire, quel que soit l'échelon à laquelle fonctionnent ces outils, que ce soit l'échelon local, hein, que ce soit l'échelon régional, et puis si possible des outils qui fonctionnent à l'échelon national, voire européen. Alors ces outils, ce sont tous les schémas de planification, ce sont les observatoires, ce sont les outils de gestion utilisés par les territoires qui utilisent de la donnée géographique. Alors des pôles métiers, voilà, il y en a dans des tas de domaines, le domaine des réseaux, de l'eau et de l'environnement, de l'urbanisme, du climat, de l'air, de la forêt, de l'agriculture, plus ou moins dynamiques en fonction des thématiques, animés par des spécialistes du domaine. Nous, le CRIJ, on est des géomaticiens, on est des techniciens, et on s'appuie sur des spécialistes du domaine, des métiers, pour animer ces pôles autour de la donnée. Et donc, bien sûr, ce qui explique qu'on vous accueille aujourd'hui, un pôle métier sur la thématique de la mer et du littoral, qui est le plus ancien de tous les pôles métiers qui fonctionnent au CRIJ. C'est un pôle qui fonctionne depuis 2003, mais il fonctionnait même avant la création du CRIJ. Il y avait déjà une animation autour de ce sujet, donc de la donnée géographique, en région PACA, qui était portée par l'IFREMER, qui est un des organisateurs de cette journée. Donc l'IFREMER, l'antenne de la Seine-sur-Mer, au cœur de laquelle des collègues avaient déjà pensé qu'il était important de réunir des acteurs autour, à l'époque, de la réutilisation de données géographiques. Alors aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai, mais j'aurais dû actualiser mon PowerPoint. Donc l'IFREMER a laissé la main à partir de 2005 à la région PACA, au service maire de la région PACA, pour animer ce pôle métier, qui est aujourd'hui animé par le CHOM. Donc, alors, je dirais que là, c'est plutôt une personne qui est en alors en cause, c'est pas vraiment le mot, mais qui assure cette dynamique. Donc c'est Corinne Locher qui anime ce pôle. Corinne qui était donc au service maire de la région pendant de nombreuses années et qui aujourd'hui est au CHOM et a amené au CHOM l'animation de ce pôle métier qui continue donc évidemment à fonctionner et à être très actif dans notre région et qui nous permet de vous accueillir aujourd'hui. Ce pôle métier, c'est plus de 170 participants. Donc quand on organise des réunions plénières dans lesquelles on réunit tous les acteurs intéressés par le sujet, on peut monter jusqu'à 170 participants, c'est-à-dire plus que le nombre de participants à ce colloque aujourd'hui, et des acteurs locaux, encore une fois, tout type d'acteurs, publics, parapublics, privés. Donc pour vous, en 2 mots, les actions de ce pôle, ben, voilà, il suffit d'aller sur la page, sur la page consacrée au pôle sur notre site. Alors, vous voyez l'item là de réunion plénière. En fait, les pôles, ce sont des réunions plénières dans lesquelles on construit des feuilles de route avec tous les acteurs. Et derrière, ce sont des groupes de travail opérationnels, beaucoup plus restreints, dans lesquels les acteurs les plus motivés et qui ont un intérêt fort pour un projet spécifique se mettent en mode projet pour développer un projet. Et donc parmi ces projets qui sont thématiques et qui peuvent donner lieu à la fois à de la production de données, à la production de méthodes, à des échanges d'expériences, enfin il se passe beaucoup de choses assez différentes dans les pôles. Donc parmi ces sujets et ces projets sont conduits des travaux autour du changement climatique, donc autour de la définition du domaine public maritime. Voilà, ça c'est un vaste sujet, on n'a pas fini. Je pense que c'est un groupe de travail qui risque de fonctionner encore un certain temps, sachant que ces groupes de travail, pour certains, fonctionnent sur des durées assez courtes. Il y a des choses qui sont produites et on passe à autre chose. Bon là, en l'occurrence, des PM, je crois qu'on est parti pour un certain temps. Donc un nouveau sujet qui est apparu assez récemment, qui existe sur d'autres régions, mais qui n'était pas très important jusqu'à présent sur la région PACA, c'est des réflexions autour d'un observatoire du trait de côte. Et puis des projets un peu phares et emblématiques, tout le travail qui a été fait autour de la production de litho 3D en PACA, du travail préparatoire, de la recherche de financement, à la production de la base de données, à l'accompagnement à sa réutilisation,
Et puis un travail qui a été fait aussi pour que la façade méditerranéenne, qui était un peu oubliée, soit couverte par des orthophotographies littorales qui ont existé assez longtemps sur le littoral atlantique, mais qui n'existaient pas en Méditerranée. Donc voilà un peu les travaux qui sont conduits depuis toutes ces années avec des productions. Et notamment, je vous montre une dernière petite production qui peut vous intéresser les uns et les autres, c'est qu'autour de la réutilisation de litho 3D, on a mis en place un blog hébergé par le Géoréseau qui nous permet de valoriser et de mettre à votre disposition des informations sur tous les travaux de réutilisation du blog litho 3D. Donc voilà, j'en terminerai là avant de passer la parole aux autres organisateurs de cette réunion. Simplement pour vous dire voilà, qu'on va continuer, nous, à travailler sur ces sujets-là. Qu'on est tout à fait preneur de partage d'expériences avec toutes les autres régions et tous les autres partenaires de ce domaine, à l'échelon national, voire européen. Et donc, avant de passer la parole aux collègues suivants, je vous souhaite donc un très bon colloque. Et puis, je reviendrai vous voir à la clôture pour peut-être tirer des enseignements et un bilan de ces 3 journées de travail. Donc, merci encore et bon colloque. Et je passe la parole à l'Ifremer, non? Alors, à l'AFB. Voilà. Donc, monsieur Issel. Donc, bonjour, chers collègues. Donc, je suis François Issel, chef du département des systèmes d'observation et de données à l'Agence française pour la biodiversité. Donc, aujourd'hui, vous me voyez très heureux d'ouvrir ce colloque Mérigéo dans sa 2e édition à Aix-en-Provence, dans le cadre studieux de ce Technopole et du CRIJ PACA qui nous accueille et que je remercie chaleureusement. Pardon. Voilà. Alors la dernière édition de ce colloque remonte à un tout petit peu plus de 2 ans. Mais en 2 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le domaine de la mer et de l'information géographique, vous en conviendrez. Alors d'abord, sur le domaine de la mer, on a poursuivi la mise en œuvre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin, une directive structurante et intégratrice pour la gestion du milieu marin. J'en parle de cette directive, bon, c'est pas l'alpha et l'oméga de la gestion du milieu marin, mais j'en parle parce que c'est une directive où la donnée, l'observation, les systèmes d'information jouent vraiment un rôle prépondérant. On le voit dans tout le processus de la DCSMM, entre la mise en place des programmes de surveillance, les programmes de mesure, l'évaluation du bon état, le rapportage. La donnée joue vraiment un rôle fondamental dans cette directive. Donc depuis 2015, les programmes de surveillance avaient déjà été adoptés juste avant le précédent colloque. Les programmes de mesure l'ont été depuis. En 2016, on aborde une nouvelle évaluation du bon état. De plus en plus, on s'approche vers une mise en œuvre en régime permanent de cette directive avec le déploiement progressif de nouveaux dispositifs de surveillance qui seront bien sûr générateurs d'une quantité de données nouvelles assez importante. En parallèle, là, le ministre a annoncé aussi, alors dans les autres domaines sur le milieu marin, le ministre a annoncé très récemment la révision de la stratégie sur les aires marines protégées. Donc c'est aussi un chantier qui s'ouvre pour nous. En parallèle, la réglementation, donc au-delà du milieu marin, la réglementation reconnaît progressivement le rôle de la donnée, donc sa valeur potentielle au-delà d'une conception en silo de sa collecte et de son utilisation. Alors, par exemple, la loi pour une république numérique d'août 2016, qu'on appelle autrement la loi Le Maire, conforte la politique nationale en confirmant les obligations de partage des données entre les administrations, de communication auprès du public de ces données. Et elle va plus loin aussi en imposant un service public de la donnée de référence, en demandant que soit renforcée l'interopérabilité des données, donc au-delà de ce qui était fait jusqu'à présent. Et au-delà de cette réglementation, il y a aussi toute une politique nationale qui reconnaît ce rôle de la donnée. On pourrait citer par exemple la mise en place pour le ministère de l'écologie du superviseur général des données avec une mission de faciliter les échanges de données entre les différents services du ministère et avec les autres ministères. On pourrait citer aussi la Green Tech verte qui a été ouverte par Ségolène Royal et Emmanuel Macron dans son ancien rôle de ministre de l'économie et qui aspire à favoriser le développement de services à valeur ajoutée fondés sur les données publiques. Donc toutes ces évolutions sont impulsées par une transformation numérique de la société qui va révolutionner, j'en suis convaincu, la nature même de l'action de l'État. Bon, et notamment sur le milieu marin. Alors, je prends juste un exemple. Si l'État devient de moins en moins le monopole de l'action publique. Par exemple, pour la collecte de données, on va être amené de plus en plus à tirer parti des données qui sont produites par la sphère privée pour l'application de nos propres politiques.
Alors c'est vrai déjà, ça se fait énormément sur le milieu continental. Les sciences participatives ils sont très développées avec 50% de données, plus de 50% des données de biodiversité qui sont issues de bénévoles amoureux de la nature, qui remontent ça auprès des programmes de sciences participatives. Mais c'est vrai aussi pour les milieux marins, y compris au large, avec des données que peuvent collecter et véhiculer maintenant les transporteurs de marchandises qui vont collecter des données et grâce à l'AIS qui vont collecter des données sur les courants, les houles par exemple ou d'autres paramètres physiques et chimiques ou sur l'AIS, donc le passage des bateaux et qui peuvent être utilisés par la mise en œuvre des politiques publiques. Donc les deux réglementations ont évolué, donc sur la mer, sur la donnée. Et encore un dernier aspect qui nous importe aussi, nous, c'est la création par la loi biodiversité de 2016 de l'Agence française pour la biodiversité, donc qui n'existait pas encore il y a 2 ans. L'AFB qui rassemble sous une même bannière l'ONEMA, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'Agence des aires marines protégées, Parcs nationaux de France, groupement d'intérêt public sur les ateliers techniques des espaces naturels, la Fédération des conservatoires botaniques nationaux et 75 agents qui étaient anciennement au Muséum national d'histoire naturelle dans le cadre d'une unité mixte de service qu'on appelle Centre des données sur la biodiversité, une unité mixte de service entre le CNRS, l'AFB et le Muséum national d'histoire naturelle appelé Patrinat. Bon, et plus que la juxtaposition de ces structures existantes, l'AFB se voit aussi confier de nouvelles missions. C'est un établissement qui aujourd'hui assure un continuum de missions sur le milieu marin, de la RDI, de la recherche, le développement et l'innovation, à la gestion des milieux, en passant par la surveillance, l'appui technique, l'expertise, la police de l'environnement, et qui est capable de mettre en place des soutiens financiers à différents programmes d'ampleur nationale. Donc aujourd'hui, c'est un établissement qui est doté de 2300 agents, dont à peu près 900 présents sur les territoires, avec un budget d'intervention qui est celui de l'ancien ONEMA, en gros, qui est de 290 millions d'euros, mais sur des missions plus larges, mais un budget d'intervention qui présente quand même une opportunité de redéploiement de ressources en faveur des milieux marins. Donc tout ça fait que l'AFB, c'est une opportunité pour accroître notre action en faveur des milieux marins. Donc parmi ces missions, l'une qui nous concerne particulièrement à l'AFB, c'est la mise en place et la coordination de 3 systèmes d'information environnementaux. Alors c'est une mission qui est confiée par la loi, des systèmes d'information sur l'eau et les services publics d'eau et d'assainissement, un sur le milieu marin et un sur la biodiversité. Alors nous, à l'AFB, on a coutume de qualifier ces systèmes d'information de fédérateurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vocation à se substituer aux dispositifs existants, mais plutôt à créer du lien entre eux, éventuellement en comblant les lacunes qu'il pourrait y avoir. Mais en tout cas, ils ont vocation à rassembler l'information là où elle existe et pour la mettre à disposition des acteurs en charge des politiques publiques. Bon, Laurent Coudercy, j'ai vu qu'il intervenait en fin de colloque, il vous en parlera un peu en fin de colloque. Mais cette mission qui est inscrite dans la loi de coordination des systèmes d'information, je la considère comme une immense opportunité pour consolider la dynamique existante entre les organismes qui sont présents ici et pour insuffler un nouvel élan à ces travaux liant les mers et l'information géographique et la donnée au sens large. Donc en 2018, on verra, je l'espère, l'avènement d'un texte réglementaire, le schéma national des données sur le milieu marin, qui va jeter les bases d'une gouvernance de système d'information en associant tous les acteurs qui vont y participer et qui va mettre en place des références et des services qui seront offerts par ce système d'information à ces différents acteurs. Bon. Ça, c'est un petit peu tous les éléments de contexte qui vont évoluer. Le programme de ce colloque est particulièrement riche et je l'espère, il va vraiment alimenter aussi nos réflexions sur la mise en œuvre de ces réglementations et de ces politiques nationales. Bon, c'est pourquoi je vous souhaite à tous de fructueux échanges pendant ces 3 jours au nom de l'Agence française pour la biodiversité. Merci. Merci. Pardon. C'est là. Bonjour à tous, donc je suis Nathalie Lédinger du CHOM. À mon tour, je vous souhaite la bienvenue à ce colloque Mer-IGO, à cette 2e édition donc, que le CHOM co-organise aux côtés de nos partenaires, donc l'Agence française pour la biodiversité, l'IFREMER. Et je formule aussi au nom du CHOM tous nos remerciements au CRIJ PACA qui nous accueille dans cette belle région avec enfin le soleil. Les Brestois me comprendront. Voilà.
Donc cette introduction me donne l'occasion de présenter brièvement le CHOM et principalement sa mission, qui est de connaître et de décrire l'environnement physique marin, ses relations avec l'atmosphère, avec les fonds marins, les zones littorales, d'en prévoir l'évolution et d'assurer la diffusion des informations correspondantes. Cela pour répondre à 3 finalités opérationnelles, qui sont le soutien de la défense, et ce jusqu'au théâtre maritime où se développent de nouvelles tensions régionales, par exemple le Grand Nord. La sécurité de la navigation est à l'adresse de tous les marins, que ce soit les marins pêcheurs, les marins militaires, les marins scientifiques, les explorateurs. Et pour finir, le soutien des politiques publiques et plus généralement des acteurs de la mer et du littoral. Alors en matière de gestion des territoires, les politiques publiques s'appuient de manière croissante sur les technologies géomatiques et sur les infrastructures de données géographiques, qu'elles soient implémentées au niveau européen, par exemple EmonNet, au niveau national, les plateformes Sextant, Cartomer, Datashom, que vous connaissez bien, et puis il y en a d'autres, et au niveau des plateformes régionales également. La contribution des IDG au processus de gestion des territoires, elle dépend de la corrélation des attentes des usagers avec les services qui sont délivrés. Encore faut-il que ces services soient connus des usagers. Et là, je salue l'important travail qu'a accompli la FIGEO en ce sens. L'exemple à droite illustre la contribution effective des IDG à la gestion intégrée des zones côtières. La taille des nœuds est proportionnelle à la diversité des usagers côtiers qui s'alimentent en données auprès de ces infrastructures. Et là, on peut saluer l'investissement du CRIJ-PACA qui a montré tout à l'heure toutes ces actions en réseau. Donc, comme vous l'avez dit, il ressort avec plus de 1200 liens effectifs d'usagers divers. Voilà. Alors, je vous incite également, dans le domaine de la gouvernance de l'information et des usages des IDG, à regarder les travaux et les résultats menée par le projet de recherche GEOPS. Enfin, dernier point, concerne le contexte européen. Donc la période de programmation financière européenne dont fait partie le projet Horizon 2020 va s'achever d'ici moins de 3 ans. Et les travaux de préparation de la prochaine période de programmation, donc qui s'étend de 2021 à 2027, ont d'ores et déjà commencé. Le contexte national est guidé par le contexte européen. Bon nombre des réalisations qui vont vous être présentées, que ce soit dans le cadre de la DCSMM, Directive 4 stratégie sur le milieu marin qui a été citée, ou de la planification des espaces maritimes, s'inscrivent dans ce contexte européen. D'autres projets comme l'ITO 3D sont financés par des fonds européens. Donc les travaux que nous allons conduire pendant ces 3 journées, compte tenu du très riche panel d'exposés que vous avez pu voir sur le programme, couvrent de nombreux usages de la donnée. Et ça constitue aussi des éléments d'entrée qui peuvent nourrir notre réflexion dans la perspective de l'élaboration de cette prochaine période de programmation et du 9e programme de recherche européen. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un très bon colloque. Merci. Bonjour, donc à mon tour de représenter l'IFREMER, donc troisième organisateur de ce colloque Mérigéo, donc la 2e édition. La première édition avait lieu en novembre 2015 à Brest. Et je remercie pour cette édition également le CRIJ-PACA d'avoir accepté de nous accueillir quand nous les avons sollicités. On avait à cœur de tenir cette 2e édition près de la Méditerranée, dans le sud de la France, voilà, pour apporter notre soutien, notre cœur aux sudistes, que tout ne se passe pas à Brest. Voilà. Donc merci de nous accueillir. Alors moi je suis Catherine Satra-Lebrise, je ne suis pas sur la diapositive, je fais partie de l'organisation. Je travaille dans le service CISMER, dont le responsable est Loïc Petite de la Villéon, qui devait faire cette présentation aujourd'hui et qui a eu des soucis d'avion depuis hier à Brest. Nous avons des soucis d'avion. Mon avion a été annulé ce matin, il va arriver mais plus tard dans la journée, donc je le remplace. Et lui-même faisait cette présentation au nom de Pierre Coty, responsable du département IRSI, infrastructure de recherche et système d'information. Voilà, on y arrive. Hein. Alors, le sujet en fait, que Loïc voulait aborder plus précisément, c'était les enjeux liés à la donnée marine.
sur plusieurs aspects. Tout d'abord, les données gérées ne sont pas reproductibles. Ça paraît être une évidence, mais parfois ça fait du bien de le rappeler, parce que pour certains, voilà, c'est pas si évident que ça. Donc la variabilité de l'environnement marin fait que quand on acquiert une donnée en mer, un temps T, une année N, on peut pas l'année suivante se dire on y retourne. Oui, mais ça aura changé l'année suivante ou même le mois d'après. Donc ça, je pense que tout le monde en a conscience dans cette salle. Et l'autre point très important, c'est que les données sont très coûteuses à acquérir. Donc vous le savez aussi, toutes les structures d'acquisition de données en mer, que ce soit par les navires, par les engins sous-marins, par les observatoires fonds de mer, etc. Et du coup même par les satellites, en fait. Tout ça est très coûteux à mettre en œuvre. Et donc il est important d'avoir le souci de la bonne gestion des fonds publics quand on fait cette acquisition de la donnée. Et donc, donc ce que nous dit Loïc là, c'est qu'il serait incohérent d'entretenir des systèmes d'observation coûteux et de ne pas analyser et conserver les données, ces données acquises. Voilà. Le coût comparé de l'acquisition et de la conservation des données est sans commune mesure. Alors, ce qu'on a quand même analysé, c'est-à-dire que au bout de 10 ans sans un archivage des données dignes de ce nom, 30% de ces données sont perdues. Voilà, donc d'où l'importance d'avoir des infrastructures de sauvegarde, d'archivage et donc de diffusion des données acquises en mer. Alors il y a un petit diaporama, une petite image et diagramme sur le cycle des données. Je ne sais pas si vous arrivez bien à lire. Donc le cycle des données, c'est tout d'abord l'acquisition de la donnée en mer, donc in situ, l'observation. Ensuite, on archive ces données dans des bases de données. Voilà, donc ce qu'il a écrit ici, c'est que la frontière, c'est vraiment la donnée observée, la donnée vraiment issue du capteur lui-même. Et à partir de cette donnée issue du capteur, donc on la collecte, on la bancarise, on la valide et on la qualifie évidemment avant même de l'archiver. Ensuite, on y met des informations, ce qu'on appelle toutes les métadonnées, qui vont informer sur les modes d'acquisition de cette donnée-là. C'est très important, les métadonnées. On opère un archivage pérenne et ensuite on les diffuse, on les met à disposition. Donc ce sont ces données-là qui sont des données d'observation, données brutes qualifiées et validées. Et ensuite, la dernière brique, c'est la valorisation de ces données et tout ce qui est le travail, je dirais vraiment, des scientifiques sur le traitement, les interpolations, les interprétations, les produits de synthèse, etc. Donc toute cette valorisation, et c'est à ce niveau-là en fait que je dirais quelque part, le colloque Mérigéo et donc tout ce qui tourne autour de l'information géographique et des SIG, c'est ici qu'on intervient. L'Ifremer considère que la gestion des données marines est un enjeu majeur, décliné dans le contrat d'objectifs actuel et qui sera également décliné dans le contrat d'objectifs qui est en cours de rédaction actuellement. Et l'Ifremer, il consacre des moyens importants, donc actuellement 40 personnes permanentes dans ce nouveau département plus qui vient d'être créé au 1er janvier 2018, infrastructure de recherche et système d'information. Et au sein de ce département, le service SISMER a en charge vraiment tout ce qui est l'exploitation de ces données marines et des bases de données et systèmes d'information associés. Et depuis l'année dernière, 2017, le SISMER a été certifié Centre national des données marines par l'organisation internationale IOD. C'est en fait le 3e service et organisme à être certifié par IOD. Alors un dernier point dont on voulait vous parler, c'est les pôles d'information de
de la Terre, les infrastructures de recherche qui sont actuellement mises en place par tous les organismes de recherche, donc sous la tutelle du ministère de la Recherche en l'occurrence, et pour les données marines, donc le pôle océan Audatis, qui a été mis en place et regroupe un grand nombre de partenaires, dont notamment le CHOM, donc l'IFREMER, le CNES, le CNRS, avec toutes les universités, l'IRD, etc. Et dont l'objectif est de mettre en place un système fédérateur, je dirais, des données et services pour l'océan. Voilà, et contribuant ainsi à décrire, quantifier et comprendre l'océan dans sa globalité. Donc pour votre information, vous ne voyez peut-être pas, c'est écrit en bas, là au milieu, dans les axes d'Audatis. Il y a également des pôles équivalents. On en a 5 en tout. Donc Aeris pour tout ce qui est atmosphère, Theia pour tout ce qui est continent, Formater pour tout ce qui est surface continentale et Ecoscope pour tout ce qui est biologie, je dirais, voilà. Et donc il y a évidemment des interfaces entre ces différents pôles. Et donc voilà, le pôle Audatis, son objectif, c'est le point d'entrée unique pour l'ensemble des données marines, les mesures in situ et les détections, mais également dans tout ce qui est observation de l'océan et promouvoir, faciliter l'utilisation des données. Donc il y a un catalogue général que vous retrouverez sur le portail web qui présente l'ensemble des bases de données in situ existantes, voilà, et toutes les thématiques scientifiques abordées au sein de ce pôle. Et l'idée est bien de fédérer, de mettre en réseau toutes les infrastructures de recherche autour de l'océan. Voilà. Et pour finir, donc, moi je vous souhaite également un très beau colloque Mérigéo. Cette édition, franchement, sera encore une très belle édition avec des belles communications qui vous seront proposées. Pour votre information, je peux vous dire tout de suite que les actes du colloque sont en ligne. On vient de les mettre en ligne sur le site web de Mérigéo à la page programme. Donc vous retrouverez l'ensemble des résumés des 40 communications et des 14 posters. Donc je vous souhaite d'en profiter pleinement. Et nous souhaitions vous annoncer d'ores et déjà un prochain colloque, une conférence là pour le coup internationale sur les systèmes d'information et l'administration des données marines, donc IMDIS, peut-être que quelques-uns connaissent. C'est porté par le projet européen SeaDataNet, SeaData Cloud, et il aura lieu à Barcelone au mois de novembre 2018. Les soumissions des communications se terminent le 30 avril 2018. Voilà. Je vous souhaite un bon colloque.